À ce jour, les États-Unis ont versé 65,9 milliards de dollars dans l'armée ukrainienne, ce qui en fait le premier donateur de loin. Mais le nouvellement réélu Donald Trump semble vouloir un retour sur cet investissement sous la forme de minéraux terrestres rares de l'Ukraine, 50% d'entre eux. En novembre 2024, le sénateur Lindsey Graham a qualifié la proposition initiale de minéraux d'une bonne affaire pour l'Ukraine et les États-Unis. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne semble pas être d'accord. C'est pourquoi il a carrément rejeté l'accord finalisé, tirant directement sur les États-Unis dans le processus. Alors, qu'est-ce qui a rendu Zelensky assez furieux pour risquer l'aide future des Américains? Décortiquons tout cela. L'offre officielle et le rejet sont peut-être arrivés en février 2025, mais cette bataille couvait déjà avant la réélection de Trump. L'Ukraine pesait depuis longtemps ses options, sachant qu'un second mandat de Trump pourrait signifier des exigences plus strictes et moins de largesse. Après tout, c'est le même homme qui a remis en question l'aide américaine à l'Ukraine et promis de mettre fin à la guerre en 24 heures. Et ne faisons pas semblant que Trump et l'Ukraine ont déjà été en bons termes. Sa première destitution a été déclenchée par des allégations de pression sur Zelensky, pour enquêter sur Hunter Biden, fils de l'ex-président Joe Biden. Il y a ensuite sa douceur perçue pour le président russe Vladimir Poutine, qu'il a même qualifié de génie et de fin stratège pour avoir envahi l'Ukraine. On ne peut donc pas vraiment reprocher à l'Ukraine de chercher des moyens de rester dans les bonnes grâces de Trump, car il faut l'admettre, l'avenir du pays en dépend. En réalité, c'est l'Ukraine qui a d'abord proposé un accord minéral, et non Trump qui en est à l'origine. L'inspiration est en fait venue d'investisseurs américains bien connectés politiquement, intéressés par les ressources souterraines de l'Ukraine. Fin 2023, un consortium dirigé par TechMet, une entreprise partiellement détenue par le gouvernement américain, et Ronald S. Lauder, un allié de longue date de Trump, s'intéressait particulièrement aux réserves de lithium de l'Ukraine. Lauder avait en fait promu cette idée pendant des années, en faisant discrètement pression sur Kiev et Washington. Ce nom vous semble sûrement familier. Lauder était celui qui avait suggéré à Trump d'acheter le Groenland. Bien qu'il affirme n'avoir jamais parlé directement à Trump des minéraux d'Ukraine, il s'est assuré que les bonnes personnes écoutent. Donc, quand l'Ukraine a commencé à parler d'un accord sur les ressources pour garder le soutien américain, ce n'était pas sans raison. Le plan a pris forme vers l'automne 2024. L'Ukraine prévoyait de cibler l'esprit d'entreprise de Trump en soulignant la moralité de son combat et les opportunités économiques pour des minéraux comme le lithium et le titane, ingrédients clés des batteries électriques. Ce n'étaient pas des marchandises, c'était ce véritable jeu de pouvoir. Tout s'est réuni en septembre 2024. Zelensky a rencontré Trump à New York, exprimant que l'Ukraine pourrait devenir le meilleur partenaire commercial pour les États-Unis. C'est exactement ainsi que le sénateur Graham a précédemment décrit le pays. Dans ce nouveau jeu, l'Ukraine ne suppliait pas pour du soutien, mais proposait plutôt une affaire commerciale. Trump écoutait, conscient de l'alignement des intérêts américains avec cette vision. En octobre 2024, les choses se sont intensifiées. Le plan de victoire de l'Ukraine était en marche, visant non seulement l'aide militaire, mais aussi un accord pour assurer l'avenir du pays. Ce plan incluait un accord sur les minéraux, qui favorisait clairement les États-Unis. C'est une évidence, comme l'a souligné John E. Herbst, ex-ambassadeur américain en Ukraine. En décembre 2024, les responsables ukrainiens, menés par Yulia Sviridenko, ministre de l'économie, ont fait sensation à Washington. Ils ont proposé des licences pour produire des minéraux critiques, affirmant que l'Ukraine pourrait satisfaire la demande en titane des États-Unis et de l'UE pour les 25 prochaines années. Pour le prouver, Zelensky a parcouru 1500 miles pour voir Trump à Paris, confirmant l'engagement ukrainien. Zelensky avait retardé la signature de l'accord avec Biden pour permettre à Trump d'en revendiquer le crédit. Il jouait sur le long terme, et cela semblait fonctionner. Début février, Trump était prêt à agir. Depuis le bureau ovale, il a exprimé clairement ses intentions. Nous cherchons un accord avec l'Ukraine, où ils sécuriseront ce que nous leur donnons avec leurs terres rares et autres ressources. L'accord était donc officiellement proposé. L'aide des États-Unis en échange de minéraux. Sans surprise, Trump a adopté une approche transactionnelle. C'était l'homme qui avait utilisé le pouvoir économique pour faire pression sur des alliés comme la Colombie et le Mexique. Maintenant, c'est au tour de l'Ukraine. Mais pourquoi parler de pression? N'est-ce pas ce que l'Ukraine souhaitait? Après tout, Zelensky a tout fait pour l'obtenir. Il a flatté, voyagé et fait du lobbying auprès d'alliés puissants, positionnant l'Ukraine comme une mine d'or de ressources exploitables par Trump. Eh bien, le problème est que l'offre officielle n'était pas exactement ce que Zelensky voulait pour l'Ukraine, comme vous allez bientôt comprendre pourquoi. Commencez par quand l'offre officielle a été faite. Mercredi, 12 février 2025. Scott Bessent, secrétaire au Trésor sous Trump,
a rencontré Zelensky à ce moment-là, mais pas lors d'une conférence en Europe. Non, ils se sont rencontrés en Ukraine. Et c'était une visite historique. C'était la première visite d'un haut fonctionnaire de l'administration Trump en Ukraine depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Mais la visite n'était pas qu'un geste amical, c'était une affaire. Trump a choisi Besançon pour cette première visite. Il aurait pu envoyer un haut responsable militaire ou de sécurité, mais ne l'a pas fait. Il a dépêché un expert financier avec 40 ans d'expérience dans l'investissement et la finance mondiale pour conclure l'affaire. Mais l'accord en question demandait la moitié des ressources naturelles de l'Ukraine, une demande stupéfiante compte tenu des enjeux. Mais Besançon, s'exprimant au nom de Trump, l'a présenté comme un donnant-donnant, l'accès aux minéraux contre un soutien militaire continu. Il s'agissait donc bien de levier, mais pas comme Zelensky l'avait envisagé au début de son offensive de charme. Mais comme vous le découvrirez bientôt, les 50% de minéraux dont nous parlons constamment n'étaient pas le principal problème de l'Ukraine. Bien que cela reste une affaire énorme, décomposons-le. La richesse minérale de l'Ukraine n'est pas qu'une note de bas de page dans la course mondiale aux ressources. Non. Nous parlons d'un pays qui abrite 117 des 120 minéraux critiques. Chaque minéral est crucial pour l'industrie moderne. Des voitures électriques aux énergies renouvelables. Devinez qui en a un besoin urgent. Les États-Unis, bien sûr. Les États-Unis s'inquiètent depuis un moment de leur dépendance aux minéraux, alors que la compétition s'accroît avec la Chine et la Russie. La liste des minéraux critiques de 2022 de l'US Geological Survey mentionne 50 minéraux comme essentiels pour la sécurité nationale et la force économique du pays. Parmi eux, vous trouverez les suivants. Les États-Unis ont besoin de lithium pour rester compétitifs dans la révolution des véhicules électriques, mais ils ne produisent que 2% du lithium mondial. Les États-Unis utilisent le titane pour fabriquer de nombreux produits, des pièces aérospatiales à l'équipement militaire. Actuellement, une grande partie du titane des États-Unis provient de pays comme la Russie et la Chine, des partenaires de plus en plus peu fiables. Troisièmement, l'uranium. Les États-Unis en dépendent fortement pour la transition vers l'énergie propre, grâce au rôle clé du nucléaire. Actuellement, le pays importe près de 95% de son approvisionnement, dont une part significative provenait de Russie, avant les restrictions imposées en 2023. Explorons maintenant la situation de l'Ukraine concernant ses minéraux stratégiques. L'Ukraine détient un tiers des réserves européennes de lithium, soit environ 23% des réserves mondiales. L'Ukraine possède les plus grandes réserves de titane en Europe, représentant 7% de l'offre mondiale. Les États-Unis cherchent à augmenter leur approvisionnement en cette ressource précieuse pour alimenter leurs industries de développement, de défense et de technologie. Puis il y a l'uranium. L'Ukraine possède les plus grandes réserves estimées d'uranium en Europe. Et ces trois ne sont que le début. L'Ukraine abrite un total de 109 dépôts de matières premières critiques. Outre 46 dépôts de titane et 2 dépôts de lithium, ce nombre comprend également 34 dépôts polymétalliques et 11 dépôts de graphite. Le graphite est essentiel pour les batteries et les piles à combustible. Avec la croissance du marché des véhicules électriques, les dépôts de graphite ukrainiens deviennent encore plus cruciaux mondialement. Mais combien tout cela vaut-il vraiment ? Selon SecDev, un leader mondial en intelligence numérique et cybernétique spécialisé dans les systèmes Open Source Intelligence et piloté par l'IA, la valeur totale des réserves minérales de l'Ukraine est estimée à plus de 26 000 milliards de dollars. Ce type de richesse peut transformer une nation et influencer les marchés mondiaux. Donc, quand les États-Unis exigent 50% des ressources minérales de l'Ukraine, ils ne demandent pas juste quelques cailloux dans le sol. Ils demandent potentiellement des billions de dollars. Cependant, la valeur de ces minéraux n'est pas si évidente. Ce ne sont pas que des roches telles scintillantes, prêtes à être récoltées et vendues. Il y a d'énormes complexités et obstacles liés à l'extraction, au traitement et aux risques géopolitiques qui compliquent cette potentielle manne. Commençons par le premier et le plus évident des obstacles. La Russie, vous voyez, environ la moitié de la richesse minérale de l'Ukraine est actuellement sous contrôle russe. Il est évident que les États-Unis ne sont pas le seul pays à reconnaître la valeur de ces minéraux. Non. La Russie adopte également une approche directe et s'empare de tout ce qu'elle peut obtenir. Et cette prise agressive est intervenue assez tôt dans l'invasion. Presque instantanément, la Russie a fait une belle entaille dans les réserves naturelles de l'Ukraine en s'emparant de 40 et un champ de charbon, 27 sites de gaz naturel, 14 sites de propane, 9 champs de pétrole, 6 gisements de minerais de fer, 2 sites de minerais de titane, 2 sites de minerais de zirconium, un site de strontium, un site de lithium, un site d'uranium, un gisement d'or et une carrière significative de calcaire utilisée pour la production d'acier ukrainienne. C'est une sacrée liste,
une liste de 12,4 trillions, pour être exact. Cette liste signifiait que la Russie contrôlait 63% des dépôts de charbon de l'Ukraine, 11% du pétrole, 20% du gaz naturel, 42% des métaux et 33% des minéraux rares et critiques. Et la plupart de ceux-ci sont toujours entre les mains des Russes. Tout cela combiné, une part inquiétante des ressources minérales de l'Ukraine est activement exploitée, stockée et potentiellement armée au profit de la Russie. La Russie pose problème, mais ce n'est pas le seul. Les réserves minérales de l'Ukraine ne sont pas toutes facilement accessibles. Certaines sont situées dans des zones difficiles d'accès ou requièrent plus d'exploration pour évaluer leur plein potentiel. Bien que nous évoquions des billions de dollars, certaines de ces ressources futures restent enfouies et nécessiteraient un investissement, du temps et des efforts considérables pour y accéder. Cela suppose que la Russie n'y accède pas en premier. Il faut aussi considérer les réglementations ukrainiennes et les transactions internes. En bref, les réglementations ukrainiennes obsolètes et complexes créent un climat des affaires cauchemardesques pour les investisseurs. De plus, la corruption et le copinage sévissaient dans le pays depuis des années. Cela a rendu les investisseurs étrangers méfiants face à une concurrence déloyale et à des accords secrets pouvant nuire au rendement potentiel. Cela explique aussi le faible intérêt des investisseurs pour les gisements minéraux ukrainiens avant la guerre, malgré leur immense valeur. L'Ukraine néglige la quantité de minéraux demandés par les États-Unis. Ce n'est pas comme si les investisseurs étrangers s'empressaient d'acquérir ces ressources, surtout actuellement. Même dans ce cas, Zelensky ne signerait pas l'accord proposé. Pourquoi ? Trump réclame non seulement des minéraux, mais aussi d'autres ressources naturelles. Les États-Unis exigent la moitié de tout. Minéraux, pétrole, gaz et profèrent des nouvelles licences d'extraction. Ces gains sont cruciaux, surtout parce que le géant pétrolier et gazier d'État ukrainien, Naftogaz, engrange de l'argent. Pour le premier semestre 2024, Naftogaz a annoncé un bénéfice net de 24,4 milliards de hryvnias ukrainiennes. C'est presque 587 millions, basé sur les taux de change de 2025. C'est presque 4 fois le bénéfice de la même période l'an dernier. Une belle somme pour les États-Unis. Mais, croyez-le ou non, ce n'est même pas la raison principale du refus de Zelensky concernant l'accord de Trump. Nous y venons. Vous vous souvenez, quand les gens mentionnaient les ressources minérales de l'Ukraine, pour inciter les États-Unis à maintenir leur soutien au pays. Ce message est devenu un peu flou en cours de route. Le 16 février, Bezan a déclaré que ces minéraux étaient un remboursement pour l'aide américaine à l'Ukraine. 2 autres responsables de Trump ont suggéré que ces minéraux visaient à compenser les milliards d'aides militaires et financières envoyées par les États-Unis à Kiev depuis le début de la guerre. Au lieu que l'Ukraine émette simplement un chèque pour l'aide, l'idée était que la propriété de ces ressources critiques servirait de forme de remboursement. C'est comme échanger votre voiture, valant des trillions de dollars en minéraux, pour payer votre facture de carte de crédit. Il est donc devenu évident que Trump considérait ces dépôts minéraux comme un paiement en retard aux États-Unis, ni plus ni moins. Il a explicitement dit à Fox News qu'il voulait l'équivalent de 500 milliards de dollars de minéraux rares en provenance d'Ukraine. Il a même prétendu que l'Ukraine avait accepté de le faire, mais Trump a parlé trop tôt. Trop sûr de lui, il a proposé à Zelensky un accord sans garantie de sécurité pour l'Ukraine. C'est principalement pour cela que Zelensky l'a rejeté, et non parce qu'il ne voulait pas céder les minéraux. L'Ukraine était depuis longtemps ouverte à l'exploitation de ces vastes ressources, mais l'accord était totalement unilatéral. Zelensky a souligné que l'accord ne répondait pas à la question critique. Que se passe-t-il avec ces précieux dépôts minéraux si les forces russes décident d'envahir à nouveau ? Le rejet de Zelensky allait au-delà des simples minéraux. Il s'agissait d'assurer l'avenir de l'Ukraine. Je n'ai pas autorisé les ministres à signer un accord car, selon moi, ils ne protègent pas suffisamment nos intérêts, a-t-il expliqué. Il est facile de deviner le type de garantie de sécurité que Zelensky aurait souhaité. En effet, son but ultime pour l'Ukraine est l'adhésion à l'OTAN. Pour Zelensky, l'adhésion à l'OTAN est essentielle pour dissuader les futures menaces russes et fait partie intégrante du plan de victoire mentionné précédemment. Pour Zelensky, l'objectif restait de protéger la souveraineté de l'Ukraine via l'OTAN. Mais cette fois, les États-Unis semblaient plus concentrés sur leurs propres intérêts, qui n'incluent pas les garanties de sécurité à long terme que l'Ukraine désire ardemment. Malgré l'aspect prometteur de l'offre de Trump pour les relations avec l'Ukraine, Zelensky a vu une solution temporaire aux problèmes immédiats, sans répondre aux menaces de sécurité existentielles, pouvant tout anéantir en un instant. Mais la colère de Zelensky n'était pas seulement une réaction à un accord rompu, mais l'aboutissement d'une confiance brisée et de promesses ignorées. Imaginez-vous dans les ruines d'un pays qui a renoncé à son arsenal nucléaire, qui aurait pu protéger son peuple, réalisant que les puissances qui s'étaient engagées à vous défendre étaient prêtes à vous abandonner.
En 1994, l'Ukraine a pris la décision déchirante de se désarmer. Elle a abandonné son immense stock d'armes nucléaires, le troisième mondial à l'époque, contre la promesse solennelle de garantie sécuritaire des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres grandes puissances. Mais quand la Russie a annexé la Crimée en 2014 et a ensuite mené une invasion massive, le monde n'a pas réagi. L'accord censé protéger l'Ukraine, le mémorandum de Budapest, a été ignoré. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont regardé la Russie envahir l'Ukraine sans rien faire pour l'en empêcher. Où était la protection promise à l'Ukraine? Où étaient les assurances de sécurité? Zelensky était confronté à une nouvelle proposition américaine, représentant non seulement un échec militaire, mais aussi économique. Zelensky s'était battu avec acharnement pour défendre son pays, considérant cette proposition comme une insulte. On lui demandait de renoncer à la moitié des ressources minérales ukrainiennes, contre de vagues promesses ne répondant pas à la réelle menace existentielle russe. Pas de garantie de sécurité ni d'assurance que la Russie ne frapperait pas à nouveau, après un cessez-le-feu. Un accord temporaire négligeant la survie de l'Ukraine, seul élément crucial. Zelensky était au départ très enthousiaste à propos de cet accord, ce qui aggrave la situation. Avant d'accueillir Bézan en Ukraine, Zelensky s'est adressé à sa nation avec un espoir palpable. Il était enthousiaste pour les discussions à venir. Il a qualifié l'accord de plan détaillé pour un partenariat stratégique entre les deux pays, un plan qui apporterait des investissements vitaux dans les vastes ressources naturelles de l'Ukraine et, en retour, renforcerait l'économie pendant une guerre qui semblait sans fin. Il exprimait son optimisme en remerciant le président Trump pour son soutien et sa confiance en sa capacité à résister à Poutine. Zelensky croyait que cet accord pourrait être la percée nécessaire pour l'Ukraine, apportant l'aide financière indispensable et l'élan politique pour mettre fin à la guerre. Il était optimiste sur la possibilité de finaliser un document lors de la conférence sur la sécurité de Munich, du 14 au 16 février. Il a assuré aux journalistes que tout serait fait pour que les équipes s'accordent rapidement et signent le document. C'était un moment d'espoir rare pour un leader dont le pays avait été meurtri par 3 ans de conflit. Mais comme nous le savons, l'accord n'a pas été signé. L'espoir initial de Zelensky a rapidement laissé place à l'amertume de la trahison. Sans surprise, la Maison-Blanche a vu ce rejet différemment. Brian Hughes, du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a reproché à Zelensky d'avoir manqué une excellente opportunité. Selon Hughes, les États-Unis avaient proposé à l'Ukraine un accord gagnant-gagnant, permettant aux contribuables américains de récupérer l'argent envoyé, tout en soutenant l'économie ukrainienne. Mais qu'en est-il de la sécurité de l'Ukraine ? Hughes a soutenu que des liens économiques étroits avec les États-Unis seraient la meilleure garantie contre une future agression et assureraient une paix durable. Selon lui, les États-Unis et la Russie reconnaissent cela, contrairement à Zelensky qui manque de vision en ne le faisant pas. Cependant, les diplomates européens ont pris le parti de Zelensky, exprimant des inquiétudes dépassant l'économie. Ils ont vu cette offre comme un rappel du colonialisme, une époque où les puissantes nations occidentales exploitaient des pays plus petits et plus faibles pour leurs propres gains. Pour eux, ce n'était pas seulement une affaire commerciale, c'était un précédent dangereux. Konstantin Yeliseyev, ancien diplomate ukrainien, s'opposait farouchement à la situation. Il a mis en garde que l'accord actuel profitait directement à la Russie. Si l'Ukraine renonçait au contrôle de ses précieuses ressources naturelles en échange du soutien américain, cela servirait d'outil de propagande pour Moscou, présentant la guerre comme motivée par la cupidité des ressources, plutôt que par la lutte pour l'indépendance ou la démocratie ukrainienne. Le message serait dangereusement déformé, dépeignant l'Ukraine non comme une nation souveraine se défendant, mais comme un pion dans une course mondiale à la richesse. Selon Yeliseyev, l'essentiel est de protéger les démocraties et de vaincre Poutine. Le combat de l'Ukraine a toujours été de résister face à la tyrannie et d'affirmer son droit d'exister en tant que nation indépendante et démocratique. Mais les États-Unis ne semblent pas le voir de cette façon. Le sénateur Graham, un allié républicain de Trump, a résumé la rhétorique axée sur la transaction qui est venue dominer la conversation à Washington avec 5 mots glaçants. La guerre concerne l'argent. Il y a quelques jours, le 23 février 2025, Zelensky l'a officialisé. Il a carrément rejeté la demande de Trump pour 500 milliards en droits miniers. Il a été direct, rappelant que l'aide américaine était sous forme de subvention, pas de dette, et refusant que les ressources ukrainiennes servent de remboursement. Alors, quoi ensuite ? Les négociations, bien que tendues, se poursuivent. La question est, quelle sera la suite ? Un développement potentiel dont on a parlé, et l'idée que les États-Unis réinvestiraient une partie des bénéfices des exportations de minéraux dans la reconstruction post-guerre de l'Ukraine. D'autres idées comprennent l'octroi de prêts pour l'équipement militaire de l'Ukraine, avec les minéraux comme garantie. Le chemin à venir pourrait être difficile, mais il existe des voies claires offrant à l'Ukraine des avantages économiques et une sécurité renforcée.
Mais Trump est-il prêt à proposer un tel accord à l'Ukraine? C'est la question que nous vous posons. Nous voulons également savoir comment vous voyez l'accord proposé à Zelensky. Est-ce juste après tout ce que les États-Unis ont donné à l'Ukraine? Ou Zelensky a-t-il le droit d'être furieux? Exprimez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.